Bonjour à tous. Mon ordi a tendance à planter, alors j'espère que ça va pas le faire pendant la présentation. Sinon, d'avance, je m'excuse. Oui, une petite présentation pour faire un point sur toutes les avancées, sur les développements en couvert permanent qu'on a fait au CERF de Marseille. Pour rappel, on a démarré le projet des CERF de Marseille en saison 2022. Et donc, dès la première année, on a beaucoup retravaillé sur tout ce qui était reconstruction biologique des sols avec des matières organiques, puisqu'on a mis donc il y a 1 hectare de serre, 1 hectare de plein champ au CERF de Marseille, et on a étalé à peu près 2000 tonnes de matière organique pour régénérer nos sols, puisqu'on a des sols très argileux et on voulait remonter le taux de fertilité assez haut. Pour rappeler le contexte, c'était des sols qui étaient très très dégradés, sans vers de terre anécique. Et donc aujourd'hui encore, on travaille avec des sols sans anécique. On a inoculé des vers de terre épigés. J'avais réussi donc déjà à produire dans pas mal de contextes avec les vers de terre épigés et sans anécique. Donc aujourd'hui, ça travaille comme ça. Le cycle de la fertilité fonctionne comme ça et on attend que les anéciques reviennent. On en voit quelques-uns qui reviennent à droite à gauche. Mais donc voilà, c'est pour reposer le contexte. On n'a pas de vers de terre anécique, donc on a globalement une porosité verticale dans les sols qui est assez faible. Les premiers essais de la première année ont été assez concluants sur la possibilité de faire toutes les cultures d'été en couvert permanent. Donc, en 2023, on a généralisé sur la plupart des couverts d'été, la plupart des cultures d'été, les couverts permanents. On était assez satisfait du résultat. On a assez bien avancé sur la gestion des couverts, toutes les méthodes de gestion des couverts. Et donc, cette année, ça a à peu près confirmé tous les résultats. Et on va le voir, on va avancer un peu plus loin sur la généralisation des couverts avec des plus petites cultures. Et la grosse nouveauté de cette année, ça a été la conduite en gestion tropicale, c'est-à-dire à haute température des serres, puisque ça a été une année très compliquée sur le plan sanitaire avec un printemps très, très pluvieux, très froid. Et donc, on a eu beaucoup de soucis sanitaires, sauf sous les serres tropicales. Et donc, juste avant l'été, on a généralisé les conduites chaudes des serres pour résoudre tous les problèmes. Voilà. Vous m'entendez toujours bien? Oui, sans doute. Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc, pour rappel, sur le cycle de la fertilité qu'on essaie de mettre en place dans nos systèmes, je l'ai déjà présenté dans quelques vidéos, mais on reste toujours sur cette même approche, à savoir qu'en plein champ, on a en moyenne en France un ordre de grandeur d'une production de biomasse de 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an, pour une population de vers de terre d'une tonne 2 et un cycle de l'azote autour de 600 unités d'azote. Je mets le rendement tomate en bas parce que la tomate, c'est une culture qui est en France cultivée dans tous les contextes et on a une proportion assez propre entre intensité du cycle de la fertilité, le contexte pédoclimatique et les rendements. Donc aujourd'hui, c'est une culture assez intéressante pour voir un petit peu, pour confirmer les résultats du cycle de la fertilité qu'on met en place. Donc comme on va être sur des serres hors gel, on va plutôt viser, on est sur des serres froides, on va plutôt viser, nous, sous serre avec les couverts permanents, donc des productions de biomasse totale qui vont naviguer entre 60 et 100 tonnes de matière sèche par hectare et par an, plutôt 2-3 tonnes de vers de terre qu'une, un cycle de l'azote plutôt à 1000-1800 unités d'azote. Et on va chercher à rapprocher les rendements à 30-40 kilos de tomates. Même si on n'y est pas encore tout à fait aujourd'hui, c'est plus pour des raisons de conduite de culture, de mise au point, de gestion d'irrigation, que pour des réelles raisons de fertilité. Aujourd'hui, tout semble nous montrer que ça fonctionne correctement, avec les couverts permanents en tout cas. Ça, je vais passer. Ce diaporama-là, en fait, c'est un diapo que j'avais déjà présenté l'an dernier et je l'ai complété. Je le remets dans les grandes lignes. Donc là, je reviens sur ces chiffres-là, mais ça, je l'ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps. Donc l'idée des couverts, c'était bien de remplacer la nutrition des sols qui, dans le réseau MSV, se faisait beaucoup par des matières organiques mortes.
En tout cas, moi, c'est particulièrement là-dessus que j'ai travaillé pendant pas mal d'années. Et donc, on travaillait beaucoup avec 2 outils, bâche plastique et couvre-sol en matière organique morte, hein, et dans un premier temps, un intrant massif pour reconstruire la stabilité structurelle des sols. Et donc là, la question, c'est avec les couverts permanents, est-ce qu'on va réussir à produire toute cette biomasse et comment on va le gérer, vu qu'on n'a plus les bâches pour gérer, puisqu'à partir du moment où on va mettre une bâche, en fait, on va détruire les couverts. Donc, l'outil bâche va être obligé de sortir en partie de tous nos outils. Ça, je vais passer. Ça, je vais passer. En plus, vous venez d'en parler. Les vers de terre, c'est toujours le même cycle. Alors, la grosse question quand même, hein, c'était est-ce que les vers de terre épigés peuvent fournir les mêmes services écologiques que les anéciques? Donc, dans le détail, évidemment, on n'a pas pu refaire des expériences aussi complexes que ce qu'a fait Marcel Boucher pour démontrer que les vers de terre épigés allaient produire pour une tonne de vers de terre autant d'azote. Mais dans la pratique, notamment tous les travaux que j'ai faits sous serre chauffée, semblent montrer que c'est exactement le même ordre de grandeur de production de nutriments et de décomposition de matière organique par les épigés par rapport aux anéciques. Donc la grosse nuance va être dans la capacité du ver de terre à aller décompacter les sols en profondeur, mais en tout cas, sur la nutrition des plantes, ça semble faire le même travail. La difficulté avec les épigés, donc clairement, la conclusion, c'est qu'on peut s'appuyer sur les épigés pour manger de la matière organique et nourrir les plantes, créer le cycle de la fertilité. La grosse difficulté, c'est le maintien de l'humidité, puisque le moindre écart de gestion de l'irrigation, et notamment dès que les sols sèchent un petit peu, en fait, l'activité métabolique des épigés s'arrête très très vite. Et donc, on peut très rapidement faire caler les cultures si on a une gestion de l'eau qui n'est pas parfaite. Donc ça, pour moi, ça a été un peu une nouveauté, puisque j'ai fait tout le début de ma carrière au Jardin des Pelletiers avec mon frère. Et nous, on avait des sols très profonds, avec beaucoup de gros anéciques. Et ma foi, quand ça manquait un peu d'eau, les cultures ne souffraient pas trop parce qu'elles étaient enracinées en profondeur et les anéciques continuaient de travailler un petit peu. Ici, au Cerf de Marcel, il a fallu beaucoup affiner la gestion de l'irrigation. Pendant 2 ans, je me suis acharné à essayer de le faire à la main. Clairement, ça n'a pas très bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de problèmes. Et donc là, on a généralisé l'utilisation de sondes pour gérer l'irrigation et ça marche très bien. On a des très bons résultats avec ça. Donc pour revenir sur ce qu'on a fait 2022-2023, donc très principalement un dispositif expérimental avec beaucoup de types de couverts. Aujourd'hui, on l'a fait évoluer. On a donc il y a 5 blocs, il y a une trentaine d'andins. On l'a fait évoluer puisqu'il y a un bloc aujourd'hui qui est intégralement en menthe, un autre bloc qui est intégralement en graminées. On a gardé beaucoup de modalités en matière organique morte. On a 2 planches d'ortie et après beaucoup de petites nuances. On a arrêté tout ce qui était plantes annuelles puisque c'est compliqué à mettre en place et donc tous nos essais de couverts sont partis en couvert permanent. Pourquoi on a gardé principalement menthe et graminées? Parce qu'en fait, dans cette serre, on va faire que des cultures d'été, principalement des tomates pour continuer les essais. Et ça reste les couverts les plus productifs de biomasse. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer. Donc on a encore un petit peu de perte de rendement, je vais y revenir après, sur les couverts les plus agressifs menthe ortie. On n'a pas complètement réussi à lever les baisses de. Alors, c'est pas vraiment des rendements, mais c'est des baisses de croissance, donc qui sont pas monstrueuses, hein, c'est quelques dizaines de pourcents. Sur menthe et ortie. Sur graminées, la concurrence n'est pas énorme. Le but, c'est d'essayer de trouver les moyens de maintenir la croissance, d'améliorer les rendements sur ces couverts les plus agressifs, puisque c'est sans doute avec ce type de couvert qu'on va avoir la meilleure structuration du sol et qu'on a le plus de chances d'avoir une autofertilité sur le temps long. Sur le reste du site, en fait, c'est le couvert de trèfle qu'on a généralisé, parce qu'on peut mettre des cultures d'hiver dedans. On va le voir après. On avait essayé des couverts de lierre, mais ça se développe pas assez, donc on en a encore une planche ou deux, mais c'est pas très intéressant.
Et on a toujours des planches témoins sur lesquelles il n'y a eu ni couvert, ni intrant de matière organique. Et donc, ce sont des planches qui ont pas mal décroché en termes de rendement, mais ce n'est pas encore catastrophique non plus. Ça nous permet de voir l'inertie de l'intrant initial qu'on a fait il y a 3 ans. Donc, sur cet essai, l'aspersion, c'est un tuyau de PE avec une aspersion. Aujourd'hui, elle est tête en bas sur des supports de liane. Je vais vous en montrer le plan après. On est assez satisfait de cette aspersion de manière générale. Ça fonctionne plutôt bien. Si ce n'est qu'aujourd'hui, cette serre, on a envie de la passer en climat tropical et que ce système d'aspersion ne nous permet pas d'humidifier l'atmosphère. Donc là, on a rajouté des lignes d'irrigation aérienne pour humidifier l'atmosphère. Donc, c'était les résultats sur les freins d'azote au démarrage, puisque l'intrant initial qu'on avait mis n'était pas très, très composté. C'était les graminées, au final, qui avaient le mieux supporté le fait que la matière organique initiale n'était pas très compostée, et les légumineuses n'avaient pas bien réagi. Tous les autres couverts n'avaient pas bien réagi. Bon, une fois que la fin d'azote était passée, tout le monde s'est mis à repousser, mais c'était quand même les graminées qui avaient été qui s'étaient les mieux développées dans un intrant légèrement en fin d'azote. Il reste 3 minutes, François. Pardon? Il reste 3 minutes. 3 minutes, c'est très très court tout ça. Donc ça, c'était nos supports de liane. 3 minutes, d'accord. Donc aujourd'hui, en fait, dans toutes nos serres, on va généraliser l'aspersion pendulaire. On avait mis de l'aspersion au sol, et en fait, on avait mis de l'aspersion au sol, et en fait, c'est pas très pratique. On va faire que de l'aspersion pendulaire, parce que ça permet d'humidifier l'atmosphère, de faire du climat tropical, et ça évite d'avoir un truc dans les pattes. Et surtout, si on a une irrigation au sol, en fait, c'est pas très pratique pour circuler, pour implanter les cultures. Donc, les premiers essais d'implantation en couvert directement avaient été réussis. Malgré tout, aujourd'hui, on met une petite bâche au sol sur la ligne. Donc là, c'est de la tomate dans le couvert. Et on tombe entre les rangs. Et donc, tout ça se passe plutôt bien. Tous nos essais d'implantation étaient intéressants. Et globalement, sur toutes les cultures, on arrivait à un moment, quand on n'avait pas fait de bêtises sur l'irrigation ou quoi, à avoir des niveaux de croissance tout à fait cohérents. On avait fait pas mal d'essais sur salade, sur petites cultures. On a réussi à trouver des modalités qui fonctionnent. Mais globalement, on est repassé sur bâche parce que ça reste compliqué. Ça fonctionne, mais ça reste compliqué. On va affiner cette année, voir si on trouve des trucs un peu plus simples. Les choux aussi, on a un travail à faire sur les variétés. Ça, les choux, on continue de les faire en couvert. Ça marche bien, on tombe entre les rangs. Le principal résultat que je voulais vous montrer, vu que visiblement, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, c'est globalement là sur les serres où on va faire que des cultures d'été, on va généraliser ces systèmes de tubes là qui protègent le pied en fait du fil de débroussailleuse. Ça, on va le généraliser. Par contre, dans les serres où on va aussi faire des cultures d'hiver, en fait, on va plutôt utiliser une petite bâche au sol qui va empêcher le couvert de se développer sur le rang. C'est les deux compromis techniques assez intéressants qu'on a trouvés. Donc ça, c'est les sondes qu'on a généralisées. Alors, on va sortir, juste pour info, on va sortir d'ici 15 jours une vidéo sur les serres tropicales, tous les travaux qu'on a fait cette année. Et d'ici la fin de l'année, on va sortir une vidéo plus complète avec tous les rapports de nos stagiaires et de nos alternants, puisqu'on avait 6 stagiaires alternants cette année qui ont étudié un peu tout ça. Et donc, je vais parler un peu plus en détail de toutes les installations qu'on a faites au CERF de Marseille. Et on va faire une première formation en décembre, une autre en janvier. Ici, ça sera des formations de 3 jours sur tous ces sujets-là, avec MSV Normandie et Vers de Terre Prod. Donc ça, c'est le matos qu'on a utilisé pour les mises en conduite tropicale. Donc le principal résultat cette année, il est où mon diapo? Désolé. C'est qu'en fait, on a eu donc beaucoup de problèmes de maladies cette année, sauf en début d'année, là, avril, mai, juin, on avait vraiment toutes les maladies du monde, sauf dans les serres qu'on conduisait en climat tropical. Donc en gros, on les ferme, on fait chauffer, on met de l'humidité. Et donc fin juin, on a beaucoup travaillé pour installer des conduites tropicales dans toutes les serres, et on a très rapidement réussi à résoudre beaucoup de problèmes sanitaires. Et j'ai vraiment bon espoir que l'an prochain, on résolve à peu près tout.
Donc là, je vous mets les principaux résultats. Donc je vous dis, ça va ressortir dans la vidéo là, dans quelques jours. Mais en gros, les pucerons, milieu tomates, pommes de terre, oïdium, ça va être vraiment les problèmes sanitaires les plus faciles à résoudre avec des montées en température. C'est au-dessus de 35 degrés, un peu d'humidité. Et ça se résout vraiment très facilement. Milieu concombre, il faut chauffer un peu plus. On est sur des gammes 35-40. Et acarien cladosporiose, j'ai encore quelques questions, mais globalement, le résultat, c'est que les serres qui étaient conduites en climat tropical depuis le début de l'année, eh bien, n'avaient pas de cladosporiose ni d'acarien. Donc, on va généraliser ça l'an prochain et on va installer des Arduino dans toutes les serres pour pouvoir monitorer humidité, température, ensoleillement, etc. et trouver les corrélations entre apparition des maladies et contexte climatique de la serre. Puisqu'aujourd'hui, je suis absolument convaincu que notre premier levier pour résoudre tous ces problèmes, c'est la gestion climatique des serres. Et pour finir, un petit essai très intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, historiquement, dans le réseau MSV, on a beaucoup utilisé les bâches, ça nous a rendu beaucoup de services. Et aujourd'hui, je vois que notre principal outil, ça va être plutôt la tondeuse pour gérer les couverts. Et donc, on a fait un petit essai là, avec 2 alternants en BTS. Un essai de bâchage-débâchage. Donc là, on a une bâche qu'on est venu débâcher d'1 mètre toutes les semaines. Et à côté, en haut, on a 4 modalités de tonte et on est venu comparer un petit peu les deux. Donc, on a démarré en avril l'essai et il s'est terminé fin août. Fin avril, on a dû démarrer. Voilà, donc ça, c'était la parcelle avant qu'on la bâche et là, on a commencé à la tondre. Et ensuite, on a bâché et on a démarré l'essai. Donc, en fin d'été, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, c'est l'essai fauche. Et là, donc ça, c'est la modalité où ça n'a pas été du tout tondu. Donc, on a beaucoup de rumex, des grosses graminées. Et on a un couvert qui n'est pas très adapté à faire des cultures de légumes en couvert permanent. Par contre, là où on a fauché toutes les semaines, donc d'avril à fin août, on a complètement modifié, donc vous voyez à droite l'essai sans tonte, on a complètement modifié la végétation pour obtenir une végétation très dense, mais peu haute, et dense, mais de petites plantes. Il faut conclure, François, largement. Pardon? Il faut conclure. Oui, oui, ben j'ai bientôt conclu. Et donc, cette fréquence de tonte, en fait, nous permet de modifier les végétations et d'avoir des couverts tout à fait adaptés à mettre des petites cultures. Donc ça, c'est toutes les semaines. Ça, c'est tous les 15 jours. On a quasiment le même résultat. Et pourquoi je n'ai pas ma photo tous les mois? Elle a disparu. Non, elle est là. Et donc, tous les mois, il reste encore, si on a une fauche tous les mois, il reste quelques graminées et quelques rumex. Sur le couvert, bon, je pense que vous avez tous déjà mis des bâches, enfin sur le bâchage. Grosso modo, qu'est-ce qu'on fait avec un bâchage? C'est qu'on favorise les vivaces. Et donc, l'utilisation de bâchage est en fait assez défavorable à l'implantation de couverts adaptés à l'implantation des cultures en couvert permanent. Donc, aujourd'hui, c'est cette stratégie de fauche tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les 3 semaines, suivant le contexte, qu'on va développer. Et on a bon espoir de pouvoir commencer à faire des cultures comme les oignons bulbes, les poireaux, les pommes de terre, les blettes, les céleris. La patate douce, on a déjà fait un essai cette année, ça marche pas trop mal. Il y a encore un peu d'amélioration à faire. Mais on pense qu'on va réussir à aller sur ces toutes petites cultures. Et on va aussi faire des essais de semis. Là, on commence à avoir quelques idées qui émergent. Donc, la conclusion, c'est que pour faire du couvert, il faut tondre. Ça modifie la végétation. Et quand on obtient un couvert qui ressemble à ça, qui est très composé de trèfles et de graminées, on peut envisager de faire la quasi-totalité des cultures plantées en couvert permanent. Et avec un peu de chance, on va obtenir des systèmes complètement autofertiles. Précision, j'ai marqué parcelle irriguée en haut. On est bien sur des approches où on a levé le facteur limite en haut avec de l'irrigation. Si on n'irrigue pas, ça va se passer complètement différemment. Bon, merci Voilà. beaucoup, François. Merci de votre attention. On va continuer en visio et on prendra quelques questions à l'issue des deux présentations sur les couverts. Donc on continue avec Hélène Védy du GRAB qui va nous présenter des retours qu'ils ont fait dans le cadre du projet Marco. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Védy, je travaille au groupe de recherche en agriculture biologique
et je vais vous faire un petit retour sur nos expériences conduites sur la station d'expérimentation d'Avignon sur la culture de légumes sur des couverts couchés. Voilà, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous parler plus d'expériences, de principales conclusions que de vous exposer les résultats détaillés. Donc, principe et objectif de la technique qui commence à être pas mal connu, c'est de faire pousser un couvert en interculture, donc en choisissant des espèces qui soient adaptées à une destruction par couchage, et on vise en fait une production de biomasse importante pour assurer un mulch suffisant pour pailler la culture suivante, et du coup un couvert qui gère aussi les adventices pendant l'interculture et pendant la culture suivante. Donc, ça nécessite d'avoir un cycle adapté en termes de date de semis et de destruction qui soit cohérent avec la date de plantation de la culture suivante. Donc, ensuite, pour la destruction par couchage, on a utilisé un rouleau FACA qui a été construit avec l'atelier paysan que vous avez en photo ici. Donc là, il y a nécessité, lorsque l'on veut essayer de ne pas bâcher justement et de faire vraiment sans plastique tout au long des cycles des cultures, eh bien, il faut que les couverts aient atteint un stade qui soit optimum pour être, être détruit de façon efficace avec le rouleau FACA. Donc, un stade phénologique comme principalement les graminées, on est au stade de floraison très avancé, voire début de grain. Pour les légumineuses, on est au stade gousse. Donc voilà, c'est un peu une contrainte et du coup, il faut choisir des variétés qui soient plus ou moins précoces en fonction des dates souhaitées de destruction. Ensuite, on va implanter notre culture dans le couvert. Donc, ça nécessite d'avoir du matériel adapté. Donc, au-delà du rouleau FACA, nous, avec l'atelier paysan, on a autoconstruit un strip-till pour pouvoir travailler la bande de plantation. Donc, vous voyez ici une première version du strip-till que l'on a utilisé, qui était relativement basique, avec un disque gaufré et puis une dent simple derrière pour ouvrir le sillon. Et puis, comme on avait pas mal de problèmes de bourrage, en 2022, on a construit un modèle un peu plus élaboré qui permettent d'avoir moins de problèmes de bourrage. Mais vous avez un peu tous les détails de ces engins sur le site de l'atelier paysan. Et on localise de la fertilisation sur la ligne travaillée par le strip-till. Après, dans le cadre du projet Marco, il y a d'autres types de matériel qui ont été testés, notamment à l'Acpel en Charente, où ils ont modifié une planteuse pour pouvoir planter directement dans le couvert roulé. Donc ensuite, on implante directement la culture dans le couvert que l'on a couché. Donc vous avez une illustration ici avec une culture de courge ou une culture de brocoli. Donc nous, après le passage du strip-till, on l'a planté à la main. Et là, eh bien, il faut que le mulch produit par le couvert que l'on a couché permette de maîtriser l'enherbement. Et puis, il y a aussi quelques ajustements à faire en termes de maîtrise de l'itinéraire technique, que ce soit la fertilisation ou l'irrigation. Et puis, sans doute, pas mal de questions sur les espèces qui sont le mieux adaptées à ce type de conduite, voire des variétés qui pourraient se comporter le mieux dans ce système. L'objectif de tout ça, c'est diminuer les coûts de production, donc en réduisant le temps de travail de préparation du sol, le temps passé au désherbage, en réduisant la consommation d'énergie fossile, que ce soit par le passage des outils et donc réduire la consommation de fuel et la consommation de plastique. Et aussi, donc, puisque cette technique-là, c'est pas seulement cultiver sur un couvert couché, mais c'est aussi quasiment pas travailler le sol. C'est un objectif, comme en agriculture de conservation, d'améliorer la fertilité du sol. Donc, premier retour, c'est nos premières expériences, puisqu'on a démarré ces essais en 2015 dans un projet européen qui s'appelait Soilveg. Et on a travaillé principalement sur courge, mais avec plutôt des essais à court terme, c'est-à-dire que l'on préparait le sol pour pouvoir semer nos couverts. Ensuite, on implantait nos courges, puisqu'on a travaillé essentiellement sur courges, dans le couvert couché, mais le sol était retravaillé à la fin de la culture de courge pour pouvoir réimplanter un nouveau couvert. Donc cette première phase, c'était vraiment pour analyser les effets à court terme. Les principaux résultats que l'on a obtenus, c'était que c'était faisable, donc on y arrivait.
Mais il y avait quand même pas mal de précautions par rapport à la gestion du couvert, donc notamment le choix des espèces. Certaines sont très difficiles à maîtriser avec un rouleau FACA, c'est le cas de la veste notamment. L'importance du stade phénologique de la plante au moment du couchage. Si vous couchez trop tôt, ben, ça se redresse. Si vous couchez trop tard, ben, vous ressemez. Donc voilà, c'est un peu technique. Et puis, en termes de calendrier, ben, on arrive à avoir un mulch suffisant si on sème avant le 15 octobre, en gros, pour une interculture d'automne. Et là, on a une bonne maîtrise des adventices, mais plus on sème tard et moins on aura un mulch qui soit performant pour atteindre l'objectif voulu. Donc, on a mesuré des réductions de temps de travail de l'ordre de 30% et de fuel de l'ordre de 50%. Donc, ça, c'était très intéressant. Mais on avait aussi un peu des difficultés en termes de résultats, notamment en fonction de la structure à la fin de la structure du sol à la fin des couverts. C'est-à-dire que si votre structure de sol est dégradée à la fin de l'interculture, bah, c'est difficile d'implanter correctement avec le passage du striptease de la culture suivante. Et notamment, les conditions d'humidité de sol sont très importantes pour un travail optimum. Si c'est trop sec, on sort des grosses mottes. Si c'est trop humide, on fait le fil à couper le beurre. Donc, ça ne fonctionne pas bien et la culture démarre mal derrière. Donc, nous, on a un sol qui est quand même très sensible aux problèmes de structure. Hein. On a un sol limono-argileux. Et on a constaté aussi qu'on avait, même à l'échelle d'une année, une augmentation de la compacité et de la densité apparente, et des problèmes aussi de précocité de culture avec une diminution de la température du sol hein, liée à cet itinéraire technique qui retardait en fait hein, le cycle des légumes cultivés sur mulch. Voilà, donc tout ça, bah, ça nécessitait une optimisation du système hein, pour pouvoir avoir des résultats culturaux plus satisfaisants à l'échelle du projet, hein, donc chez les différents partenaires européens. Donc là, je vous ai représenté sur un graphique en radar les performances d'un système sur couvert couché qu'on a dénommé Solveig et que vous voyez sur ce radar en vert, comparé à un itinéraire de référence qui était un sol avec des couverts végétaux également, mais avec destruction par broyage et des travail du sol. Donc vous voyez qu'en termes d'impact écologique, on a vraiment une performance très intéressante de ce système, avec moins d'impact sur le climat, une amélioration de la biodiversité, une économie d'énergie, la présence de plus d'auxiliaires, une bonne maîtrise des adventices et des ravageurs, et une diminution du lessivage. Par contre, en termes de productivité, on était plutôt dans des résultats moins bons pour le système Solveig, et ça chez tous les partenaires donc avec un rendement bien inférieur et une qualité de la récolte aussi affectée. Donc, suite à ce premier projet, on a eu un projet national, le projet Marco, entre 2020 et 2022, qui associait donc différentes stations d'expérimentation françaises. Et là, l'objectif, c'était d'essayer d'affiner un petit peu les techniques en étudiant des différents couples de couverts et de cultures pour essayer de voir s'il y avait des espèces mieux adaptées à la technique que d'autres. Des essais plutôt court terme pour essayer d'optimiser les stratégies d'irrigation et de fertilisation pour avoir un travail optimum de préparation par du strip-till. Des essais pour optimiser la maîtrise de l'enherbement, notamment sur le mulch pendant la culture en testant des outils de désherbage si le mulch ne permettait pas de maîtriser suffisamment les adventices. Et enfin, surtout, essayer d'étudier à plus long terme l'impact de cette technique sur la fertilité du sol au cours du temps, en ne retravaillant pas le sol, mais en restant sur un système non travaillé pendant plusieurs années. Il reste 2 Donc, minutes. sur l'essai du Grabe à Avignon, pardon? Il reste 2 minutes. 2 minutes, oups. Alors, ça va être très, très, très rapide. Donc, sur l'essai du Grabe, on a surtout travaillé sur l'étude de différents couples de couverts et de cultures et sur un impact à long terme en ne travaillant plus le sol, donc à partir de 2018 jusqu'à 2022. Donc, on avait un dispositif expérimental que je vais passer très, très vite du coup, où on étudiait pour plusieurs couverts végétaux à base de graminées ou de légumineuses comparées à un témoin sol nu et des modalités où on comparait
2 modes de destruction, donc classiques avec broyage de l'engrais vert et incorporation par le travail du sol, à une méthode avec destruction par le rouleau FACA et préparation avec le strip-till uniquement. Et du coup, on a étudié ce dispositif avec 6 modalités où on a implanté chaque année une culture semée, une culture plantée. Donc voilà, là, je vous ai mis les outils, donc déjà présentés pour la conduite sur couvert couché, et puis un itinéraire classique, donc broyage au broyeur à marteau, suivi d'une préparation de sol à l'herse rotative, et un dispositif en bande, donc avec des bandes de 4 mètres, où on avait nos différentes modalités. Donc plein de choses ont été mesurées, mais voilà, comme j'ai plus de temps, je ne vous présenterai pas les détails, mais seulement les principales conclusions. Donc, à l'échelle du GRAB, donc on a confirmé sur un essai à plus long terme qu'on avait des atouts en termes d'écologie et de temps de travail qui étaient indéniables, des effets sur la réduction de la température du sol et sur une réduction de la précocité et de la vigueur des cultures qui étaient identiques à court terme, et du coup des pertes de rendement trop importantes, que ce soit en culture plantée ou en culture semée. Dans notre sol limono-argileux, nous n'avons pas vu d'effet bénéfique de l'absence de travail du sol pendant 4 ans sur la fertilité, où on a un problème de densification et de compaction qui s'est accru avec le temps, et des verrous techniques croissants qui sont apparus, notamment l'envahissement de la parcelle par des adventices vivaces et des problèmes de campagnol. Donc, à l'issue de cet essai sur 4 ans, il était clair que le simple fait de cultiver sur couvert couché ne permet pas d'avoir un système performant et qu'il faut des leviers complémentaires à mobiliser, tels que une rotation plus diversifiée avec notamment des alternances de saison et de cultures découvertes et de cultures commerciales, des apports de matière organique et peut-être du travail du sol raisonné quand on a vraiment des verrous type vivace ou campagnol qui deviennent vraiment la limite du système. Voilà, pour vous illustrer un petit peu ce qu'était devenu la parcelle au bout de 4 ans, donc avec un maïs doux qui avait vraiment beaucoup de mal à pousser et un envahissement très fort par les vivaces. Du coup, depuis, on continue cet essai en mobilisant les leviers dont je viens vous parler, avec des résultats qui commencent à devenir beaucoup plus intéressants sur les performances des cultures. Donc, mes partenaires ont eu aussi des conclusions proches des nôtres, avec peut-être des choses complémentaires, notamment des risques d'assèchement du sol importants si on cultive des couverts végétaux trop tardivement lorsqu'on a des printemps secs. Donc, ça pose des soucis en printemps sec si on a des ressources en eau limitées sur un assèchement trop fort pour la culture suivante. Quelque chose qui tamponne un petit peu l'effet négatif que l'on a vu en sol limono-argileux, mais qui était moins marqué en sol plutôt sableux. Et puis, un développement des limaces. Bon. Vous avez sur le site internet du GRAB tous les résultats qui sont détaillés du projet Marco. Donc, je vous invite à aller les consulter puisque voilà, le temps est trop petit pour pouvoir vous présenter ça. De façon, voilà. Vous verrez aussi qu'on a essayé de mettre en place des propositions de schémas décisionnels sur des calendriers ou des conditions pour pouvoir réussir un couvert et pour pouvoir le détruire par roulage dans des conditions les plus satisfaisantes. Donc, on a 2 schémas décisionnels qui sont présentés et vous les retrouverez sur notre site internet si vous voulez voir un petit peu. Voilà. Donc, c'était un peu court. Je suis désolée, j'ai débordé, mais je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et voilà, je ne sais pas si on a du temps pour les questions, mais la parole est à la salle. Merci beaucoup. Et nous allons prendre deux petites questions rapides puisque nous avons un peu de retard. Donc, il y en a une ici et puis ensuite on va aller à la pause. Moi, j'ai une question pour vous deux. Je ne sais pas si François a encore une. Bon. En fait, moi, je fais une rotation où je fais une saison complète en engrais vert. Donc, seigle-vesse l'hiver. Et après, au printemps, j'ai un semé du sorgho et du tournesol. Et ma question, pour me passer de compost, en fait, parce que je fais tout sous compost. Et ma question, c'était, est-ce que il y a assez de ration du sol, est-ce que ça suffit pour le sol et pour les plantes? François n'est plus en ligne, désolé, on a un problème de connexion. Ah,
Là, c'est difficile Oui, à dire sans. Enfin, je sais pas si. Oui, c'est difficile à dire comme ça, sans avoir une idée un peu des biomasses qui sont produites par vos couverts. Euh, et puis après, c'est aussi des questions de dynamique, d'évolution dans le temps. Donc, avec vos couverts, les légumineuses vont pouvoir vous permettre de faire entrer de l'azote dans le système. Vos couverts vont vont vous faire rentrer du carbone dans le système. Après, la question, elle est sur qu'est-ce que ça représente comme biomasse totale, combien d'éléments nutritifs sont remis en circulation par la pratique des couverts sur voilà, ce que ça va pouvoir permettre d'offrir comme garde-manger pour la culture suivante. C'est un petit peu difficile de le dire sans avoir de mesures un peu qui caractérisent les biomasses produites. Allez, la dernière question avec Benoît. Moi j'ai une question parce que j'ai pas bien compris. À la fin, il y avait des conclusions disant que globalement l'absence de travail du sol n'était pas bon pour la fertilité. Et alors que dans les modalités du coup d'implantation des couverts, il y avait toujours un travail du sol. Du coup, c'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup, je comprends pas. En fait, il y a eu deux phases dans ce que je vous ai présenté, hein. C'est une première phase où on a donc les 3 premières années où on était dans le projet européen, là, entre 2015 et 2018, où effectivement on a évalué que des effets court terme parce que le sol était retravaillé. Par contre, dans le projet Marco, on n'a eu aucun travail du sol pendant 4 ans dans les modalités avec couvert couché. Voilà. Et en sol limono-argileux, hein, je précise, hein, c'est vraiment dans les conditions de notre essai, on a vraiment eu un problème de densification du sol et du coup de fertilité qui a décru avec le temps, hein, et ça s'est ressenti sur les rendements de façon de plus en plus importante au cours des 4 années. Voilà. Donc là, non, on avait zéro travail du sol pendant 4 ans. Donc Eh depuis, bien, on le retravaille pour se débarrasser des vivaces et puis pour redonner un peu de porosité. Mais on le travaille uniquement avec des outils à dents et uniquement quand c'est nécessaire. On est plus dans une approche système global que dans du pur et dur comme on a voulu le faire en phase Marco.